Alors, on se retrouve du coup pour ce premier débat d'Eurogip et on voyait bien comment la sinistralité contribue à la perte d'attractivité dans le secteur. C'est un enjeu clé. Pourtant, on l'a dit, ces métiers du care seront essentiels pour les années à venir pour faire face à cette transition démographique. Alors, quels défis ces métiers vont-ils avoir relevé pour améliorer le cadre de travail, pour inverser la courbe de la sinistralité? On va le voir avec les invités de ce premier débat. Je vais vous les présenter. Alors avec nous sur le plateau, nous avons Emmanuelle Cambois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche à l'INED et directrice de l'Institut de la longévité des vieillesses et du vieillissement. C'est un joli nom. Vos travaux éclairent à la fois l'entrée en situation de dépendance des personnes âgées et le rôle que les aidants peuvent jouer pour accompagner cela. Vous nous en donnerez un aperçu. On a aussi avec nous Malika Blerby. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aide-soignant depuis plus de 25 ans dans un centre de gérontologie des Abondances qui se trouve en région parisienne. Vous êtes également membre de l'instance nationale, le collectif national fédéral de la CGT pour l'accueil des personnes âgées. Vous êtes membre de la CRAMIF Île-de-France. Vous nous apporterez votre regard de terrain et puis les actions que ces instances peuvent mener. Nous avons aussi avec nous Aurélia Decker en duplex. Bonjour Aurélie Decker. Bonjour. Bonjour, vous êtes directrice de la Fédération européenne des services à domicile, la EFSI. Vous nous direz comment ce pan d'activité voit aujourd'hui son cadre de travail se dégrader et ce que vous attendez pour mieux l'accompagner. Nous avons avec nous aussi Jesus Alvarez Hidalgo qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin investi depuis 25 ans déjà dans la santé au travail, chargé de mission santé et sécurité au sein de la DG Emploi à la Commission européenne. Vous nous éclairez sur le cadre européen et en particulier la nouvelle stratégie attendue 21-27, qui est attendue pour les années, dans les mois qui viennent, pour aider ce secteur à faire face aux défis. Et puis Laurence Merlin est avec nous aussi, connectée normalement. Ah non, on n'a pas Laurence Merlin connectée avec nous, qui est médecin gériatre et responsable en charge de la prévention au sein du groupe Orpea. On va commencer tout de suite avec vous, Emmanuelle Cambois. Les travaux que vous menez, ils sont très intéressants parce qu'ils posent vraiment bien les enjeux auxquels font face le care aujourd'hui, enjeux de mission de soins pour prévenir les risques de dépendance d'une population de plus en plus âgée, mais aussi enjeux de pénibilité pour mener à bien ces missions. Et on a vu avec Myriam El Khomri que le contexte peut être vraiment compliqué pour cela. Je vous laisse la parole pour une dizaine de minutes pour nous présenter justement les éléments de vos travaux, puis on réagira dessus après. Avec plaisir. Donc, je travaille à l'Institut national d'études démographiques. Donc, je vous proposais un petit aperçu déjà démographique. Et je trouvais que ces premiers chiffres, je ne vais pas vous noyer avec des chiffres, mais ce premier graphique montre un constat qui est celui d'une augmentation de l'espérance de vie à 65 ans. Donc, on gagne toujours plus d'années de vie, y compris aux très grands âges. Et vous voyez sur ce graphique qui représente cet indicateur sur les dernières années dans tous les pays européens qu'il y a des fluctuations qu'on connaît, qu'on commente chaque année, mais que la tendance générale est à l'augmentation. D'un point de vue démographique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que beaucoup plus de personnes atteignent des âges élevés et très élevés, ce qui va effectivement apporter des effectifs grandissants à ces très grands âges. Deuxième constat, vous connaissez probablement l'indicateur d'espérance de vie et d'espérance de vie en bonne et en mauvaise santé. Je vous ai présenté ici à nouveau pour l'Union européenne l'indicateur qui fait partie maintenant des indicateurs structurels de la communauté européenne, qui sont les années de vie en bonne et en mauvaise santé, ici représentées par des limitations dans les activités de la vie quotidienne à cause d'un problème de santé. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que l'espérance de vie est élevée dans les pays européens, notamment en France pour les femmes, qui est en tête de ce panel. Ici, on a l'espérance de vie à 65 ans. Ce qu'on voit aussi, c'est une diversité au sein des pays européens. Et ensuite, la dernière chose, c'est la diversité des situations de bonne et de mauvaise santé au sein de l'espérance de vie dans chacun des pays. Donc, ce qu'on constate, c'est que l'espérance de vie s'accroît, mais que un bon nombre d'années vont être des années en situation compliquée pour la réalisation des activités du quotidien. Et lorsque les activités sont des activités élémentaires, on en vient en situation de dépendance, c'est-à-dire qu'on dépend de l'aide de quelqu'un pour les réaliser. Ce qu'on voit aussi sur ce graphique, d'un point de vue démographique, c'est si les femmes ont systématiquement une espérance de vie plus grande que les hommes,
on constate que, quel que soit le pays, elles vivent aussi plus d'années en situation de difficulté fonctionnelle, d'incapacité ou de dépendance. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, parce qu'on met souvent en concurrence l'espérance de vie plus longue des femmes et donc un désavantage des hommes, mais il faut savoir que les femmes vivent plus longtemps dans des situations compliquées. L'autre point qu'on évoquait, c'est l'augmentation des effectifs de personnes âgées et très âgées en France, qui vient de deux dynamiques. La première, c'est l'allongement de l'espérance de vie qu'on a vu. La seconde, c'est l'arrivée aux grands âges des générations nombreuses du baby-boom. On a donc cette augmentation que vous voyez ici, des 65 ans et plus, qui va passer de 16 millions à 24 millions d'ici les années 2050. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que si on essaye de prévoir le nombre de personnes en situation de dépendance parmi ces effectifs, eh bien, on voit que, un peu mécaniquement, il va y avoir une augmentation du nombre de personnes en situation de besoin d'aide dans les activités du quotidien. Et donc, on voit ici les chiffres qui montrent et qui confirment toutes les projections disant qu'il va falloir donc des personnes pour s'occuper de ces situations-là et aider les personnes âgées qui se retrouvent en difficulté. Alors une autre question qu'il faut aborder, c'est qu'est-ce que la dépendance ? Comment on la mesure et comment les métiers du grand âge interviennent dans ces situations ? Je vous ai présenté un petit graphique que Madame va tout à fait reconnaître, je pense, dans ces situations du quotidien. C'est que dans nos recherches, on utilise le modèle de la classification internationale du fonctionnement de l'OMS, qui dit que les personnes ont une situation de santé, des maladies, vieillissement biologique, etc. Ces situations vont pouvoir altérer les fonctions de l'organisme, voir, entendre, marcher, se souvenir, etc. C'est ce qu'on appelle les limitations fonctionnelles. Selon la sévérité de ces limitations, eh bien, il va y avoir des gènes dans les activités. Donc, dans les activités du quotidien, jusqu'à des situations très importantes quand les personnes ne peuvent plus seules se nourrir, se laver, etc. Donc, je vous donne un exemple très rapide. La dégénérescence maculaire va avoir ou pas des difficultés, des répercussions sur les difficultés à voir, va avoir des répercussions sur les activités, lecture, conduire une voiture, etc. Et du coup, on se retrouve avec des situations potentiellement de dépendance. Si on ne peut plus conduire, on a besoin de quelqu'un pour aller faire ses courses, pour sortir, et on est potentiellement donc dépendant de l'aide d'une tierce personne. C'est ça qu'on appelle les situations de dépendance. Et c'est à ces situations-là que les métiers du grand âge répondent. Mais aussi, ces métiers doivent répondre à la prévention de ces situations-là. Alors, pourquoi ce graphique est important ? Parce qu'on voit que de multiples facteurs contextuels, environnementaux et personnels vont modifier les probabilités que des personnes avancent dans ce processus qui conduit aux situations de dépendance. Donc, on peut guérir de ces maladies, on peut rentrer dans des situations de gêne fonctionnelle, mais on peut aussi accompagner ces gènes fonctionnels en réaménageant le logement, en ayant des rues adaptées, en ayant des aides techniques pour tout le monde. Et dans ce cas-là, on peut limiter le risque que ces limitations fonctionnelles engendrent des gènes dans les activités. Mais il y a des personnes qui se retrouvent dans des situations de gêne dans les activités, et là, il faut aider ces personnes. Elles sont probablement en situation de dépendance, mais ce qui est important de voir, c'est qu'on n'est pas dépendant pour toutes les activités et qu'il faut reconnaître les différentes sphères dans lesquelles les personnes maintiennent un certain niveau d'autonomie, et ça peut être un défi pour les métiers du care. Donc, je pense que les métiers du care peuvent intervenir à différents niveaux, si on regarde ce modèle, au niveau de la prévention des maladies, au niveau de comment on soigne ces maladies et on limite les gènes fonctionnels qu'elles engendrent, et puis comment on accompagne ces gènes fonctionnels pour maintenir au maximum l'autonomie des personnes, et notamment pour différencier les activités pour lesquelles les personnes ne sont plus autonomes de celles pour lesquelles elles le restent et qu'il faut prolonger. Donc on est ensuite dans les situations de prise en charge, mais on voit que les métiers du grand âge peuvent agir à ces différents moments du processus de déclin fonctionnel et de perte d'autonomie. Donc, pour moi, la question que vous m'avez posée, quels sont les enjeux pour les métiers du grand âge ? Eh bien, on a vu plus de personnes avec besoin d'aide et d'assistance. On voit ici le graphique de l'OCDE avec la situation de la France, c'est le nombre d'aidants professionnels pour 100 personnes.
et vous voyez qu'on n'est pas en France dans une situation tout à fait enviable. À noter aussi très rapidement que ce sont des métiers extrêmement féminins. Et rappelez-vous ce que je disais sur les années de vie en incapacité parmi les femmes. Donc il y a quelque chose qui se nourrit un petit peu. Autre constat, donc beaucoup de besoins, peu de personnel, donc forcément des tensions. Je crois qu'il a bien été montré combien les conditions de travail sont peu attractives dans ces métiers. Et que du coup, il y a de moins en moins de personnes, donc ça engendre encore plus de tensions entre les besoins et la demande. Donc ça n'est pas quelque chose de nouveau. Et on l'a dit aussi, des conditions de travail qui pèsent sur la santé. Parce que, ici j'en montrais quelques exemples, toutes les situations à risque pour la santé qui sont décrites par les statistiques administratives, on voit que les métiers du care, qui sont ici représentés, sont pour beaucoup de ces dimensions avec un risque très supérieur à la moyenne des métiers. Donc une reconnaissance qu'il faut avoir de la pénibilité de ces métiers, qui s'inscrivent en plus dans d'autres formes de pénibilité, cette fois-ci de carrière, des contrats temporaires, des interruptions de travail dans la journée, moindre qualification, moindre chance de promotion et enfin faible rémunération. Et tout ça, en plus des conditions de travail pénibles, agit aussi sur la santé. Donc, si l'on fait le tour de la question, ce sont des métiers qui jouent aussi pour les personnes de ces métiers-là sur leur chance de vieillir en bonne santé et finalement qui vont jouer aussi sur les tensions de ces métiers et des conditions de travail. Donc, en fait, on voit que la boucle est bouclée, si je puis dire. On a des métiers qui concernent une population grandissante, de moins en moins de personnes dans ces métiers en rapport au nombre de personnes qui en ont besoin, des conditions de travail pénibles et pourtant beaucoup de perspectives pour ces métiers d'évoluer et d'essayer d'intervenir aux différents niveaux dont je vous ai parlé dans le processus de perte d'autonomie. C'est très intéressant parce qu'on voit bien à la fois, et c'est les différents champs un peu de vos travaux, qu'il y a à la fois cette problématique qui est du vieillissement en bonne santé, et la problématique du vieillissement en bonne santé, c'est aussi parler de l'entrée en dépendance, vous l'avez très bien montré, elle se fait de manière graduée avec un certain nombre de pertes, notamment fonctionnelles, et on peut agir, on peut prévenir un certain nombre de ces pertes pour retarder un peu cette entrée dans la dépendance, ça va être un enjeu essentiel, et ce sont vraiment les métiers du care qui sont là pour à la fois détecter et agir autour de l'accompagnement de ces différentes pertes et de cette entrée en dépendance, sachant que, comme vous l'avez dit, c'est des métiers qui, peu de personnel, des conditions de travail compliquées aujourd'hui, et puis pour accompagner ça, et qui se retrouvent avec cette espèce de cercle complètement infernal que vous avez montré, où ceux qui sont là pour prévenir et accompagner sont eux-mêmes ceux qui vont avoir une très forte sinistralité et risquent de se retrouver à terme même à renforcer encore l'entrée en dépendance demain parmi les personnes à risque et les personnes âgées. Donc il y a vraiment un cercle infernal qui se joue. J'aurais envie de vous dire, alors c'est une question un peu générale, mais est-ce que pour vous, il est aujourd'hui dans l'urgence plus utile d'agir sur la reconnaissance des missions, c'est-à-dire les montées en compétences et les qualifications pour que ces personnels puissent prendre mieux conscience justement de l'accompagnement? Vous le dites, ce sont des métiers qui doivent répondre à la prévention de la dépendance. Est-ce qu'il faut mieux les outiller, les armer pour cela? Ou est-ce qu'il faut agir d'abord sur le secteur, c'est-à-dire sur les conditions de travail, pour juste que ces personnes puissent avoir un cadre qui leur permet d'être plus présentes à ces situations-là? Je crois que ce sont les deux en même temps. Enfin, je vois mal comment on pourrait agir sur, d'un côté, les conditions de travail actuelles sans agir sur le fait que ces métiers doivent être mieux reconnus et apporter des défis et des opportunités au personnel pour avoir un cadre de travail moins exposé à des risques de santé, plus intéressant, plus gratifiant pour elles-mêmes et pour les personnes qu'elles aident. Donc je pense qu'il faut vraiment jouer sur les deux tableaux et oui, il faut monter en compétences, il faut surtout montrer à ces personnels, donner l'occasion et l'opportunité à ces personnels de faire des retours de ce qu'ils observent sur le terrain pour pouvoir justement tenir compte à la fois de la diversité des situations auxquelles ils font face,
Éventuellement, pourquoi pas avoir un rôle de sentinelle auprès des personnes qui sont autour des âgés en situation de dépendance. Pourquoi ne pas leur donner un rôle de repérage d'environnement qu'on pourrait améliorer pour prolonger l'autonomie dans telle ou telle activité des personnes. On peut avoir beaucoup d'horizons pour ces métiers, de multiplier l'intérêt de l'aide apportée et surtout de bénéficier de leur situation d'observateur de première ligne pour faire remonter des informations. Mais pour ça, c'est vrai qu'il faut former à ce repérage de qu'est-ce qui pourrait être fait pour que la personne maintienne son autonomie et puis que les formateurs ou la manière de concevoir ces pays se nourrissent aussi des expériences sur le terrain des aidants. Ce sont des vrais experts en prévention des pertes fonctionnelles. Ils peuvent les comprendre, ils peuvent les voir parce qu'ils sur le terrain au quotidien. Alors ils pourraient, je pense que je ne serais pas démentie, ils pourraient s'ils avaient l'opportunité et la mission, on va dire, d'aller au-delà des gestes qu'on leur demande de faire de manière assez élémentaire et qu'on leur confie une mission un peu plus ouverte que celle qu'ils ont actuellement, que celle qu'elles ont. Je vais utiliser à dessein le féminin de celle qu'elles ont actuellement, avec le temps qu'il faut pour mettre en place ces stratégies d'observation, de repérage et d'accompagnement des situations de dépendance, de perte d'autonomie et d'accompagnement de toutes les sphères d'activité pour lesquelles les personnes restent aujourd'hui avec toute leur autonomie. C'est ça qui est important aussi de voir. C'est à quel point sur telle activité la personne a besoin d'aide et sur d'autres, en revanche, faire en sorte que son environnement résidentiel, son environnement urbain lui permettent de maintenir son niveau d'activité. Sa sphère d'autonomie. Satisfaisant. Connaître les sphères de dépendance et d'autonomie et de pouvoir agir sur chacune d'entre elles. Exactement. Je voudrais qu'on complète un peu et qu'on éclaire ce passionnant un peu tableau de tour d'horizon que vous nous avez offert avec des témoignages de terrain, justement, en commençant bien évidemment avec vous, Manika Belardi. Je le disais, vous avez une longue expérience d'aide-soignant en EHPAD, en région parisienne, et vous la prolongez aujourd'hui en travaillant dans beaucoup d'instances. Vous êtes rentré dans ce métier par vocation. Vous aviez commencé comme dans la comptabilité, et puis vous avez arrêté pour aller dans ce métier-là il y a 25 ans. En quoi est-ce que les éléments présentés par Emmanuel Cambois font écho pour vous aux dégradations des conditions de travail et des missions que vous vivez dans ce secteur ? Bon, je vous remercie déjà de cette présentation qui témoigne de tout le constat qu'il y a sur notre secteur dans le cadre, bien sûr, des personnes du grand âge, dans l'accompagnement et la qualité de soins qu'on effectue, et surtout sur nos conditions de travail aussi. C'est vraiment un constat que je partage complètement. Moi, je voudrais juste témoigner sur le terrain pour vraiment vous donner vraiment un témoignage réel. Aujourd'hui, nous, dans notre secteur, par exemple, on est 3 aides-soignantes pour 40 résidents, et nos missions, on ne peut pas les accomplir pleinement. Certes, nous sommes des aides-soignantes, nous sommes une formation de base avec des compétences, là nous les avons, mais le problème c'est qu'aujourd'hui nous n'arrivons pas à vraiment mettre en place toutes nos missions en tant qu'aide-soignante. Surtout, j'ai été interpellée quand vous avez parlé effectivement de garder l'autonomie des personnes âgées. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, et ça c'est un point très positif, mais je vous dis réellement aujourd'hui nous n'avons pas vraiment les moyens de remettre ça en place et d'accompagner nos résidents dans le cadre de garder leur autonomie, parce qu'on a une cadence de travail qui est quand même infernale. Nous avons vraiment des difficultés sur la prise en charge, parce que les personnes âgées aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, sont en grande évolution, et dans nos EHPAD, nous avons de plus en plus des résidents qui sont en grande dépendance physique et mentale, et ce qui donne encore plus de travail. Et les moyens qui sont alloués aux aides-soignantes ne sont pas sur place, et c'est très très difficile. C'est pour ça que je suis bien contente quand j'entends les différents intervenants qui rejoignent vraiment du constat de la réalité sur notre terrain. Il y a une automatisation presque des tâches un peu qui se fait. Il y a un exemple que vous m'avez cité, je le trouve très emblématique, c'est les anniversaires. Est-ce que vous pouvez nous raconter la manière dont se sont faits et dont se font les anniversaires ?
Oui, c'est vrai que j'ai un très bon souvenir. En 95, quand j'ai démarré dans mon métier d'aide-soignante au centre de l'enseignement des abondances, comme vous l'avez dit, c'est un choix. Nous avons quand même, même le travail était difficile, mais on avait quand même le temps d'avoir ce côté relationnel. Je m'en souviens, c'est ma première centenaire, j'avais 22 ans, et j'étais tellement contente que j'avais organisé avec mes collègues son anniversaire. C'était un investissement personnel des soignants où nous avons organisé son anniversaire, nous lui avons apporté des cadeaux, on a passé un moment magnifique, vraiment, on avait vraiment... Il y avait de la complicité entre les résidents. Nous, on apprenait leurs histoires parce qu'ils nous racontaient leurs histoires. Et vraiment, c'était vraiment magnifique. Et au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte qu'en fin de compte, tout ça, on n'avait plus les moyens parce qu'on n'avait plus les moyens justement du personnel. De moins en moins, en plus, j'ai pu constater au fur et à mesure des années qu'on a moins de professionnels formés. Quand même, au titre de mon collectif national, sur l'état des lieux que j'ai constaté au niveau national, on a quand même 40% de faisant fonction d'aide-soignante dans nos EHPAD, qui fait... Après, elles sont très bien, mais le problème, c'est qu'elles manquent de formation et ça aussi, ça peut être aussi néfaste pour mener à bien leur mission, même si elles ont une bonne volonté. Des fois, ces ASH, elles sont beaucoup plus humaines et elles donnent plus de sens au travail que des aides-soignantes qui sont formées. C'est pas un jugement, mais le problème, c'est qu'on leur donne pas les moyens au niveau de leurs compétences, mais aussi, quelque part, aussi une autre injustice, parce qu'il y a aussi la question du salaire. C'est qu'elles sont moins rémunérées, et donc il y a moins de reconnaissance, et quelque part, il y a aussi une souffrance qui génère dans ce métier-là, et qui aussi être une difficulté pour les soignants, pour les agents de soins, et aussi, il y a un impact sur la prise en charge de nos résidents. Vous le disiez, les anniversaires aujourd'hui, je crois que vous m'avez dit, ils se font par groupe. C'est-à-dire qu'on fête le jour d'anniversaire, tout le monde, puis on fait un anniversaire, un bon anniversaire à tous les résidents. Donc on voit bien le changement. Complètement. Est-ce que le plus dur, la question est peut-être un peu... Vous m'excuserez cette question si elle est un peu simpliste. Mais est-ce que le plus dur, c'est ce que vous vivez en tant qu'aide-soignante dans la journée, les conditions de travail à assumer, ou est-ce que c'est quand on rentre chez soi le soir et qu'on se dit on n'a pas fait le job? C'est vrai. C'est vrai parce que sur le terrain, j'ai l'impression, je crois qu'on se met une sorte de barrière, parce que des fois, on n'arrive pas vraiment à mener nos missions au quotidien comme on devrait le faire. Et ça, c'est pas de la volonté du soignant, c'est que c'est le problème qui se passe dans nos EHPAD, c'est qu'on nous donne pas des moyens nécessaires pour le faire. Et c'est vrai, moi, souvent, en rentrant chez moi, je suis pas bien, parce que je me dis, tiens, je vous donne Madame L qui a sonné, et j'ai pas pris le temps d'aller lui répondre parce que j'étais occupée à d'autres activités et je l'ai oublié. Et c'est vrai que chez moi, je me remets en question. Je me dis, oh là là, elle avait peut-être besoin de moi, c'était urgent. Et ça, souvent, je pense que moi, je vis ça, et je pense que mes collègues aussi le vivent, et que c'est vrai, c'est vraiment une souffrance pour nous, parce que c'est des personnes qui sont dépendantes, qui ont besoin de soins, qui sont un peu, des fois, isolées, et donc ils ont que nous, et nous, si nous, on n'arrive pas à répondre parce qu'on n'a pas le choix, c'est tellement difficile, c'est vrai que c'est pas facile à vivre. La sinistralité, vous la voyez sur le terrain, vous la voyez aussi à travers les instances où vous êtes un peu, où vous essayez de prendre la mesure. Elle se joue beaucoup aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, sur des problématiques de manutention, de chute. Elle se joue aussi sur les RPS. Vous avez travaillé un peu là-dessus, je crois que vous avez fait une enquête sur ce sujet. Oui, effectivement. Là, de plus en plus, d'ailleurs, la CNAM a bien donné les données. Nous sommes quand même en première ligne sur la question d'accidents de travail et de maladies professionnelles, mais aussi les risques psychosociaux, où c'est vraiment là actuellement aussi en grande remontée sur notre secteur. Ça, c'est réel, et je trouve que on n'en parle pas assez. Et ça, c'est aussi un enjeu aussi de santé publique, parce que le problème, c'est que les risques psychosociaux aujourd'hui, oui, on en parle sur la théorie, mais sur le terrain, on n'a pas vraiment, les administrations mettent pas vraiment en place la prévention sur ce sujet-là. Moi, par rapport à mon enquête, je vais venir à mon enquête sur mon collectif
nationale, j'ai pu lancer une enquête sur les risques psychosociaux. J'ai utilisé le concept Karasek. Karasek, c'est un sociologue et un psychologue américain qui a mis en place un questionnaire qui mesure le stress professionnel. Et j'ai eu quand même 1158 répondants. J'ai eu la chance d'avoir été formée à l'université de Cergy et aujourd'hui je suis conseillère en prévention et risques psychosociaux, ce qui m'a permis de pouvoir travailler sur ce sujet. Donc la conclusion, elle est quand même alarmante. On est vraiment en zone rouge et cette zone rouge, elle met en évidence un grand risque de maladies cardiovasculaires, de maladies physiques, troubles musculo-squelettique et aussi mentale. Vraiment, c'est vraiment les conclusions. Et moi, ce qui je vous le dis, ce qui m'a un peu irritée dans ces conclusions, c'est que le concept est très bien, mais en fin de compte, je me suis rendu compte que par rapport au retour, on est vraiment dans une prévention tertiaire. C'est que nous ne sommes même plus dans le risque des problèmes de cardiovasculaires, de troubles musculo-squelettiques ou de problèmes mentaux. C'est vraiment, les soignants sont cassés physiquement et mentalement. Et je pense que nos administrations devraient vraiment prendre ça au sérieux et vraiment mettre en place des mesures de prévention, mais dans le cadre tertiaire. Parce que ce que j'ai pu constater, il y a une bonne volonté des établissements de mettre en place des ateliers de massage, des petits ateliers, mais je pense que c'est pas ce qu'on a vraiment besoin. Nous, on a besoin vraiment de partir à la case de départ, de faire vraiment des préventions pour permettre d'avoir aussi une analyse et permettre d'avoir une conclusion que là, on part trop vite sur les mesures de prévention. On fait que des ateliers, comme je vous ai expliqué, du massage, c'est pas ça qu'il faut. Il faut vraiment travailler sur des mesures de prévention auprès des professionnels de santé. Et je pense que là, il y aurait une amélioration sur la question du bien-être des soignants. Ouais. Je voudrais qu'on complète avec une autre partie de ce secteur. Là, on était dans les établissements. Il y a le soin à domicile qui est aussi un enjeu clé. On va en parler avec vous, Aurélie Decker. Vous présidez, je disais, l'association européenne, cette association européenne qui est représentative des secteurs des services à la personne, particulièrement, notamment des employeurs. Et quelques chiffres qui montrent l'importance de ce secteur qui reste tout de même encore mal connu. 6,3 millions de travailleurs dans l'Union, plus de 3,2 millions qui travaillent au noir, 53% qui s'occupent de personnes en situation de dépendance. Vous travaillez dans votre fédération à une meilleure reconnaissance, le terme est déjà là depuis ce matin, il reviendra tout au long de la journée, des métiers, de ce secteur, dans leur diversité, dans leur multiplicité, c'est quelque chose auquel vous tenez. Là aussi, en quoi les éléments présentés par Emmanuel Cambois reflètent-ils, je dirais, les difficultés que vous avez à faire reconnaître ce secteur, les métiers qu'ils portent, les missions qu'ils ont à accomplir? Alors, en fait, les difficultés qu'on a à faire reconnaître le secteur, elles sont à la fois inhérentes au secteur en lui-même, mais elles sont aussi culturelles. Et ça a été mentionné déjà par les différents intervenants ce matin. À l'échelle européenne, le secteur des services à la personne, c'est un secteur donc d'une grande diversité, de par les différents services qu'il propose, en fonction des besoins des personnes accompagnées. Une diversité aussi par les modalités d'accès et de financement à ces services. Une diversité aussi dans les régimes de travail, parce qu'on peut avoir des intervenants qui sont hébergés au domicile de la personne aidée ou pas, qui ont un ou plusieurs employeurs. Et également, il y a une diversité des relations de travail dans lesquelles évoluent les salariés du secteur, puisque ces derniers peuvent être employés par des organismes prestataires. On a beaucoup parlé ce matin. Ces organismes peuvent être publics, privés, marchands, non marchands. Ils peuvent varier en taille. Ils peuvent être aussi employés directement par le bénéficiaire de ces services, et c'est quelque chose qu'on connaît bien aussi en France via le régime du particulier employeur. Plus récemment, on a vu émerger des salariés qui opéraient sous le statut d'indépendant ou d'auto-entrepreneur. Et enfin, vous le mentionnez, on a aussi un tiers des salariés, des travailleurs du secteur qui sont employés au noir et qui donc à qui le statut même de travailleur n'est pas reconnu.
Cette diversité, elle rend l'appréhension du secteur complexe par les différentes instances réglementaires. Et à cela s'ajoute un autre facteur, c'est la question du domicile privé. Puisque dans notre cas, le domicile privé du bénéficiaire devient ponctuellement, durant quelques heures par jour ou par semaine, un lieu de travail. Et très concrètement, cela entraîne une invisibilité des travailleurs. On ne sait pas ce qui se passe derrière la porte du domicile et c'est un obstacle au suivi de leur situation, à la fois par les partenaires sociaux et par les gouvernements. Et enfin, le dernier facteur, c'est, et ça a déjà été mentionné plusieurs fois, c'est le manque de considération et de reconnaissance dont souffre le secteur. Je fais souvent face à des interlocuteurs qui dépeignent le secteur comme un secteur non qualifié. On a cette idée que ça ne constituerait pas un métier en tant que tel, mais plutôt un continuum des activités non rémunérées effectuées par tout à chacun, et en particulier par les femmes, dans la sphère privée. Et tout cela, finalement, ça conduit effectivement nos autorités, nos instances réglementaires à ne pas se saisir du sujet, en tout cas pas suffisamment, se saisir des sujets dès que sont les conditions de travail, l'environnement de travail, la formation, la professionnalisation. Alors, la crise de la Covid-19 a donné un coup de projecteur sur le secteur, ça c'est indéniable. Il a été reconnu comme essentiel dans une majorité des pays européens. Cela étant dit, cette notoriété donnée au secteur peine aujourd'hui à être traduite dans des engagements et un soutien concret pour qu'on puisse faire face aux nombreux défis qui nous attendent. Terrain avec Malika, un peu la difficulté, et puis on voit aussi qu'il y a une difficulté qui est plus en amont au niveau de la réglementation, avec des angles morts, le domicile privé, avec des réglementations qui sont souvent dérogatoires d'ailleurs. Vous êtes c'est un secteur qui se balade un peu entre des bouts de réglementation à droite à gauche et qui manque là aussi de cadre, de stabilité, de reconnaissance. Comment est-ce qu'aujourd'hui les cadres réglementaires existants au niveau européen, au niveau international, peuvent aider justement à mieux accompagner la montée en compétences et l'amélioration des conditions de travail dans ce secteur? Alors nous, à l'échelle européenne, on appelle en premier lieu à la ratification et à la transposition de la Convention 189 de l'OIT, qui est une convention sur un travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques. Cette convention, elle vise à garantir le respect et la promotion des risques et des droits fondamentaux au travail. Donc, ça va être lutter contre le harcèlement, la violence, une égalité de traitement entre les travailleurs domestiques et l'ensemble des travailleurs, que ça soit sur des aspects tels que le repos journalier, les congés payés. Ça va traiter aussi de l'accès au salaire minimum, à un environnement de travail sûr, à des conditions d'accès à la sécurité sociale, etc. Vous le mentionnez, on a donc actuellement en Europe une persistance de régimes dérogatoires pour certains salariés du secteur. On estime qu'ils sont plus de 2 millions aujourd'hui salariés dans le secteur qui, bien qu'ils soient déclarés, ne bénéficient pas des mêmes droits de travail et de la même protection sociale que les autres travailleurs respectifs, en raison de l'existence de ces régimes dérogatoires. Donc, on va être dans des situations où certains travailleurs, s'ils sont employés par un organisme prestataire, vont avoir accès à des congés payés, à des congés maternité, par exemple. Mais dès qu'ils sont employés par un particulier employeur, ils n'en bénéficient plus. Donc, nous, au niveau européen, donc, nous appelons à la transposition de cette convention de l'OIT et nous appelons à une uniformisation des conditions de travail dans le secteur, quelles que soient les relations de travail. On plaide aussi pour que certaines exclusions dans les directives européennes qui concernent une partie des salariés soient supprimées. C'est le cas dans la directive sur la protection de la santé et sécurité du travail, sur la directive sur le temps de travail également. Ça, c'est un des premiers grands aspects sur lesquels nous agissons. Le deuxième aspect sur lequel nous insistons beaucoup, c'est pour renforcer l'investissement dans le secteur, dans le but notamment de lutter contre le travail au noir. On le sait très bien, une amélioration des conditions de travail dans de nombreux pays dans le secteur ont conduit à un renchérissement du service, de l'emploi formel, sur le marché formel. Donc,
on peut améliorer le cadre réglementaire. Si de l'autre côté, on n'investit pas dans le secteur, on ne permet pas via des incitants socio-fiscaux, par exemple, aux utilisateurs, aux organismes d'embaucher des personnes formellement, ça ne mènera à rien concrètement en termes d'amélioration des conditions de travail pour les salariés. Oui, il y a un enjeu de formalisation du secteur pour aussi aider à sa professionnalisation. Il y a un troisième point aussi sur lequel vous agissez, il est peut-être secondaire, mais je trouve qu'il est assez important, c'est avec Eurostat notamment, c'est-à-dire le fait de donner aussi plus de visibilité statistique à ce secteur. Ah bah, on a perdu Aurélie Decker. Alors, j'aurais pas dû parler d'Eurostat. Aurélie Decker est-elle avec nous encore pour nous parler de ces différents enjeux, ou est-ce que la liaison avec Bruxelles a coupé? Enchaîner ici dans 5 minutes, c'est bon. Alors, on va récupérer dans 5 minutes Aurélie Decker. On va essayer de rester, on reviendra à Bruxelles. Je voudrais prendre peut-être un mot avec vous, Malika, sur un autre enjeu, parce qu'Aurélie Decker, sa fédération concerne le soin à la personne au global, et on l'entend bien, c'est-à-dire à la fois les personnes en établissement et puis les personnes aussi dans le soin à domicile. Vous avez aussi travaillé au sein de la CRAMIF sur aussi cette problématique du soin à domicile qui est à la fois voisine, mais en même temps spécifique par rapport à ce que vous vivez. Il y a un guide qui est sorti sur le risque infectieux. En quoi est-ce qu'il est important et en quoi est-ce que ça recoupe finalement les mêmes problématiques que vous vivez en établissement? C'est une très bonne question. Donc voilà, effectivement, au sein de la CRAMIF, nous avons mis en place un guide pour les acteurs enchaînés ailleurs. Alors pour les acteurs de domicile, pour les bénéficiaires et aussi pour les aides à domicile, dans le cadre des recommandations, dans le cadre des mesures de prévention, dans le cadre des recommandations des risques infectieux. Moi, je suis très contente parce que ça a permis. Malheureusement, la crise sanitaire nous a amenés à travailler sur ce sujet. Je pense que c'était très important parce que ce secteur est sinistré dans tous les domaines, que ce soit dans les conditions de travail, question du matériel, mais aussi dans les risques. En train de concernant justement ce virus qui nous a amenés à mettre en place ce guide. Mais moi, le constat que je fais, c'est qu'en fin de compte, ce guide, il a été fait, mais dans nos EHPAD, on manque aussi de cette information sur la question de la prévention dans le risque infectieux. C'est que c'est un lieu de vie, certes, il y a ce côté médicalisé, mais la crise sanitaire a bien démontré que, en fin de compte, nous avons pas du tout eu les moyens de mettre en place toutes ces mesures de prévention que normalement on devait les avoir en amont. Parce que déjà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met en place un guide de prévention au secteur à domicile, mais je pense qu'on devrait faire le guide aussi dans le secteur des EHPAD où nous manquons quand même, et ce qui a bien sûr eu un constat parce que le virus a quand même circulé. Et je pense que si on avait ces moyens matériel, ce qui veut dire masque, blouse, et qu'il y avait des procédures, je pense qu'il y aurait un peu moins de virus. Emmanuel Combat, comment vous réagissez à ces témoignages? Et puis celui d'Aurélie Decker aussi, qui montre que tout de même sur ce champ de la reconnaissance, le chemin à gravir est important. Aurélie Decker ne le disait pas, mais sur la vaccination, aujourd'hui, il n'y a que 7 pays européens dans lesquels les auxiliaires de vie ont été reconnus comme des personnels prioritaires à la vaccination, alors que ce sont des personnels qui sont exposés aujourd'hui en termes de l'exposition au virus de manière très importante. Qu'est-ce que vous inspire un peu ce que je viens de dire? C'est effectivement un problème de taille, et encore en préparant cette intervention, j'ai trouvé d'autres informations statistiques. Donc par exemple l'OCDE qui montre qu'à métier équivalent, les personnels du système de soins hospitaliers sont mieux rémunérés que ceux du care et du grand âge. Donc il y a quand même un vrai problème de reconnaissance, y compris à métier équivalent, si on est dans le soin ou si on est dans le care. Donc je pense qu'il y a un double regard sur ces métiers-là et sur la population.
dont ces personnes s'occupent. C'est-à-dire que je pense que ça va avec le regard qu'on porte sur les personnes âgées et il y a vraiment besoin de suivre cette loi qui était mise en place pour adapter les sociétés au vieillissement de la population. Et je pense que c'est vraiment un enchaînement à la fois du regard qu'on porte sur les personnes âgées et sur les métiers qui sont liés à ces personnes âgées. Une deuxième remarque sur ce que ces témoignages ont apporté, il me semble que c'est important de voir aussi en évolution. C'est-à-dire que ce qui était dit sur le besoin de compétences et de formation va avec une évolution paradoxale, c'est-à-dire que il y a peut-être moins de personnes qui vont dans les EHPAD aujourd'hui, puisqu'il y a des politiques de maintien à domicile. Et donc, ça veut dire que paradoxalement, les métiers à domicile et les métiers en EHPAD ont des modifications de leurs tâches et des publics auxquels ils ont affaire. C'est-à-dire que dans les deux cas, les situations sont de plus en plus complexes. Parce que ceux qui restent à domicile sont de plus en plus des personnes dont on prolonge le maintien au domicile. Donc, par rapport à des périodes précédentes, à une dizaine d'années précédentes, il y a des cas plus complexes, notamment avec des troubles cognitifs pour lesquels il faut être formé, mais pas seulement. Et dans le même temps, ça se complexifie aussi en EHPAD. Donc il y a non seulement besoin d'une formation déjà et de temps et de reconnaissance pour accomplir les premières missions, et en plus se dire que les missions se complexifient paradoxalement à la fois à domicile et à la fois en EHPAD. D'autant plus que beaucoup d'aides-soignants doivent aujourd'hui accomplir des tâches médicalisées que les infirmières. Exactement. Et ce que peut-être les politiques publiques n'ont pas en tête, c'est que cette situation se complexifie. Et à domicile et en EHPAD. C'est contre-intuitif, mais c'est comme ça. Et puis peut-être le dernier élément, c'est tout ce que vous disiez, Malika, sur les risques professionnels et les RPS. Si vous regardez ce fameux questionnaire de Karasek dont vous parliez, toutes les questions sont complètement corrélées avec le métier du grand âge. Est-ce qu'on arrive à s'épanouir? Est-ce qu'on a un conflit éthique dans la manière dont on peut procéder? Est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on est sous pression? Donc effectivement, il n'y a pas que les pénibilités physiques auxquelles font face ces métiers, mais aussi les pénibilités psychologiques. Et les RPS ne donnent pas seulement des difficultés anxio-dépressives, ça donne aussi, comme le disait Malika, des troubles musculo-squelettiques et des problèmes cardiovasculaires. Je voudrais qu'on prenne quelques minutes avec Jesús Álvarez Hidalgo, qui est avec nous, lui, depuis Bruxelles. La connexion marche, on va en profiter et voir avec vous comment la Commission, justement, voit aujourd'hui ces problématiques des métiers du cœur, les réponses qu'elle peut y apporter à travers les directives existantes, à travers la nouvelle stratégie européenne. En quoi ce secteur des soins à la personne dont on parle depuis ce matin est spécifique et donc particulièrement difficile aussi à adresser pour le cadre européen, et quelles leçons vous tirez de la pandémie de la Covid-19 sur le sujet? Alors, on ne vous entend pas en plateau. Attendez, est-ce qu'on je me tourne vers Cap Canaveral, est-ce qu'on entend Monsieur Álvarez Hidalgo à l'antenne, ou est-ce qu'il n'y a que nous qui ne l'entendons pas? Il a éteint le micro de son côté. Alors, vous avez éteint votre micro, apparemment. Ah bah si, ça marche. Bravo. Vous m'entendez maintenant? Parfait. Merci. Alors, merci pour vos questions et merci tout d'abord pour m'avoir invité à ce débat. Je suis très satisfait d'être ici et de voir l'intérêt qu'on porte à un secteur aussi important. Et tout d'abord, je voulais vous dire qu'à la Commission européenne, nous sommes tout à fait conscients de l'importance de ce secteur, de soins à la personne, et aussi de ses spécificités et de l'importance qu'il y a, pas seulement pour les travailleurs eux-mêmes, mais pour la société dans son ensemble, parce qu'il est évident, aujourd'hui, peut-être plus que jamais, protéger les travailleurs signifie protéger la société dans son ensemble. Donc, on a déjà dit dans ce débat, c'est un enjeu majeur et c'est un vrai enjeu de société. Vous posez la question sur les spécificités. Alors, il est vrai que c'est un secteur assez spécifique en termes de risques, parce qu'il n'y a pas trop de secteurs avec une telle multiplicité de risques. Les travailleurs sont exposés en même temps à beaucoup d'éléments différents, à des risques physiques.
On a déjà parlé des risques de glissade, d'accidents, de chutes, aux risques chimiques, des agents chimiques, des infectants, etc., aux risques biologiques, bien évidemment, des infections, plus clair que jamais, et aussi aux risques psychosociaux de plus en plus importants, des conditions parfois très éprouvantes, le stress, le contact avec la souffrance, avec la douleur, la mort. Donc, il est clair que la prévention, pour être effective, doit prendre en compte cette multiplicité de risques d'une manière très effective. Mais nous regardons beaucoup sur les menaces, mais il faut voir aussi les opportunités. Il y a plein d'opportunités de l'évolution technologique, les nouvelles technologies, l'innovation, et ça, on doit s'appuyer aussi. Vous avez posé la question sur les leçons de la pandémie et de la crise. Et c'est évident que cette crise nous a montré beaucoup de choses et on doit beaucoup apprendre des leçons de la pandémie. Notamment, nous savions déjà l'importance de la prévention, et pas seulement parmi les experts, mais plus que jamais, ce n'est pas seulement une question d'experts, c'est une question d'impact sur la société dans son ensemble. Et l'importance qui nous a montré la crise de la préparation et l'anticipation. Juste un exemple, par exemple, assez poignant, le manque d'éléments de protection pour le personnel soignant. Quelque chose aussi évident que le manque des équipements de protection individuelle, des masques, par exemple. On a vécu au début de la pandémie des difficultés très, très sérieuses dans beaucoup d'États membres pour avoir ces équipements de protection individuelle. Et la Commission européenne a réagi rapidement, a mis en route un dispositif, un appel d'offres massif au niveau européen qui a permis de fournir ces équipements dans certains pays dans un temps assez record. Mais ça, c'est juste un exemple de l'importance, pas seulement de prévenir, mais d'être bien préparé, de s'anticiper aux situations de crise et d'être aussi préparé en termes de réponse et de résilience. On parle de plus en plus de ce terme de résilience. La résilience de la société dépend beaucoup de la résilience de certains secteurs stratégiques. Et il est évident que le secteur des soins à la personne, c'est un secteur tout à fait stratégique. Donc, je finirai peut-être cette réflexion avec l'importance à donner à la prévention et à l'attention à donner aux secteurs les plus fragiles. Et c'est dans l'intérêt de tous. C'est pas de tous. C'est pas dans l'intérêt des travailleurs. C'est dans l'intérêt de la société dans son ensemble. Et cette idée de solidarité, de prêter attention aux plus faibles et aux plus fragiles, c'est un élément très fort dans la narrative européenne. Donc, c'est des éléments qui pour nous sont importants. Est-ce qu'il faut pour cela, et c'est ce que disait, en écho à ce que disait Aurélie Decker, est-ce qu'il faut pour cela plus de réglementation? On voit bien que c'est des travailleurs qui parfois sont peu pris en charge quand ils sont au domicile privé par les réglementations existantes, par aussi leur statut de travailleurs indépendants. Est-ce qu'il faut augmenter un peu le cadre réglementaire qui accompagne ce secteur, ou est-ce que l'enjeu n'est pas forcément sur encore et toujours plus de réglementation? C'est une très bonne question qui met les doigts dans un point assez critique. Et c'est vrai que la législation et la réglementation, elle est importante. Je parle plutôt dans le contexte de prévention et de protection des travailleurs. Et dans ce contexte, nous avons une législation au niveau européen et au niveau national très détaillée. Probablement, nous avons le niveau de législation le plus avancé au niveau global en termes de protection et prévention, santé et sécurité au travail. Mais cela ne suffit pas. On peut toujours l'améliorer. Mais surtout, à notre avis, les défis se trouvent plutôt dans la mise en œuvre effective de cette législation, de cette réglementation. Et cela passe par une approche plutôt holistique, pour une approche qui met ensemble
certains éléments de mise en œuvre, la formation, l'information, la sensibilisation, les outils pratiques. On a beaucoup d'éléments et des outils pratiques que les nouvelles technologies nous offrent, les éléments d'anticipation, l'évaluation des risques qui est un élément clé, qui est un pilier, une pierre angulaire, on peut dire. Donc, on doit agir, à notre avis, sur cette multiplicité d'éléments. La législation joue un rôle important. Il faut faire un effort additionnel de mettre en œuvre. Il y a les éléments internationaux aussi. Et Aurélie Decker, elle parlait de l'importance de la convention OIT sur l'international du travail. C'est important, la plupart des États membres ont ratifié cette convention, mais il faut être plutôt proactif. Donc, et surtout, je voulais mentionner aussi, pour la montée en compétences et la montée des défis dans ces secteurs, il faut accompagner avec les éléments de formation et d'information. Donc, je dirais que c'est un élément d'ensemble, mais on est en train de réfléchir sur de nouvelles initiatives dans ces domaines. Un dernier point rapidement, parce que je voudrais qu'on prenne quelques temps là aussi pour les réflexions et les questions qui nous viennent un peu de notre auditoire connecté. Stratégie qui arrive pour l'été, avec une grande consultation d'ailleurs que vous avez ouverte et qui s'est achevée le 1er mars, donc il y a quelques jours à peine. Alors, évidemment, elle est en train de se faire, cette stratégie européenne. Donc, qu'est-ce qu'on peut, d'un mot, en attendre finalement pour mettre un peu plus l'accent sur les problématiques de ce secteur ? Il faut pas que je parle d'Eurostat, il faut pas que je parle de stratégie européenne. Hein. Ça, c'est ça. On perd notre auditoire à ce moment-là. Enfin, on perd nos intervenants en duplex. On essaie encore, monsieur... Aurélie Decker est de retour avec nous, en revanche. Eh bien, je vais vous poser la même question, puisque je la posais à monsieur Alvarez Hidalgo. Qu'est-ce que vous attendez justement dans la prochaine stratégie européenne pour améliorer la reconnaissance et la prise en compte de ce secteur du soin à la personne par rapport à ce qui existe aujourd'hui ? Alors, est-ce que vous m'entendez ? Oui, tout à fait. Oui, très bien. Alors en fait, nous, dans cette prochaine stratégie européenne, on attend justement, on a fait des demandes dans le cadre de la consultation publique pour qu'il y ait des actions ciblées sur le secteur, pour que sa spécificité soit prise en compte via des initiatives spécifiques, via aussi des études, des rapports. J'ai essayé de mentionner tout à l'heure le fait qu'on avait des difficultés à faire de la collecte de données sur le secteur. Peut-être aussi justement nous aider à avoir un panorama plus large au niveau européen des risques professionnels, mais aussi des mesures de prévention qui sont mises en œuvre à travers les États membres dédiés au secteur. Et j'en profite aussi pour mentionner que pour nous, évidemment, cette stratégie santé-sécurité, elle doit aller de pair aussi, et ça a été mentionné à plusieurs reprises ce matin, avec une stratégie européenne structurée et cohérente en matière de reconnaissance des compétences et d'accès à la professionnalisation par les salariés du secteur. Alors, je vais poser quelques questions qui viennent un peu de notre public. Sur ces différents points. Une question pour vous, Malika. Alors, merci de votre témoignage. Bravo pour votre enquête sur les risques psychosociaux. Les résultats de cette enquête sont-ils disponibles ? Peut-on les consulter quelque part ? Oui, bien sûr. Vous allez sur le site de notre fédération et il y a un onglet... Donc sur la fédération CGT, Santé Action Sociale, il y a un onglet Accueil des personnes âgées. D'ailleurs, vous aurez bien sûr l'enquête, mais vous aurez toute une analyse que le collectif national qui rejoint complètement les différentes interventions sur le constat parce que le collectif travaille bien sûr pour les conditions de travail, mais aussi pour la prise en charge et les conditions de vie de nos personnes âgées.
Question, la reconnaissance, c'est aussi le regard de l'autre. Les événements de maltraitance, de rupture de lien avec les résidents et les familles génèrent des attitudes de méfiance quant au métier qui hier était reconnu comme un métier de don de soi, vous nous en avez parlé, devient aujourd'hui un métier que l'on suspecte de ne pas être dans l'humain. La qualité de service n'est plus rendu visible. Ça rejoint évidemment ce qu'on s'était dit tout à l'heure. Un petit mot de commentaire par rapport à ça. Dans les établissements, il y a les aides-soignantes, il y a les infirmières, il y a les médecins, il y a la direction. Est-ce que tout le monde vit cette sinistralité? Est-ce qu'il y a une solidarité ou pas suffisamment qui se fait entre les uns et les autres, justement, par rapport à ça? Non, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de solidarité. Je pense que tout l'ensemble des acteurs du secteur, on est tous bien concernés, et on vit tous les mêmes problématiques. Après, bien sûr, aussi, c'est de donner à chaque acteur ses moyens et qu'on arrive à mettre en place. Mais je pense que heureusement, on a le sens de l'humain, donc il y a une solidarité et puis il y a un constat de la difficulté qu'on a sur notre secteur c'est bien partagé. Question sur comment mettre plus en avant les problématiques de genre liées au secteur. Peut-être Aurélie Decker, c'est un enjeu clé. Est-ce qu'il y a, par rapport à ces problématiques de genre qui sont, et Emmanuel Cambon en parlait tout à l'heure, importantes dans le secteur, des actions à mener aussi pour mieux communiquer dessus, mieux les accompagner? Alors oui, tout à fait. Nous, c'est aussi un axe d'action que nous privilégions. Faire en sorte que, à la fois, le secteur ne soit pas dévalorisé, on soit moins dévalorisé en tout cas, parce que c'est un secteur principalement féminin. Nous appelons en fait la Commission européenne qui va lancer prochainement, d'ici la fin de l'année, une campagne pour lutter contre les stéréotypes de genre, que le secteur soit inclus dans cette campagne, à la fois sur la nécessité de promouvoir un partage des tâches de soins entre hommes et femmes au sein des ménages, mais aussi afin de valoriser les professionnels qui fournissent ces services de soins. C'est un aspect sur lequel nous insistons. Complément, Emmanuel Cambois, sur cette question. Oui, je pense ça part du constat qui a été évoqué tout à l'heure, du fait que tous ces métiers qui sont des prolongations de tâches que l'on fait chez soi, des tâches de soins, de ménage, d'accompagnement, de gestion du quotidien, en fait, débordent donc avec ces aspects de genre en disant c'est plus ou moins professionnel comme tâche. On a plus ou moins besoin d'être qualifié. Et puis, les personnes qui le font à domicile peuvent le faire un petit peu à l'extérieur. Donc, c'est pas pour rien que ce sont aussi les femmes qui sont les aidants proches, non rémunérés, les aidants informels, on appelle, auprès des personnes âgées ou auprès des enfants qui ont des difficultés. Enfin, on voit bien que ce sont des métiers féminisés par une espèce de prolongation de quelque chose qui serait naturellement féminin, qui est assez horripilant. Voilà, donc il n'y a peut-être pas besoin d'être professionnalisé. Est-ce que c'est rémunéré ou pas? On ne sait pas trop. On a une notion de compétences naturelles et de compétences professionnelles, si je puis dire, qui se mélangent un peu. Qui se mélangent, qui sont tout à fait insupportables et qui contribuent parfaitement à cette espèce d'invisibilité de ce secteur et du fait qu'on rémunère moins. Et qu'on est dans des carrières, parce que dans les conditions de travail pénibles, il y a effectivement ce qu'on vit au quotidien dans la manière dont on gère son emploi, mais il y a aussi les carrières et la manière dont les carrières se déroulent et qui sont typiquement une loupe sur ces métiers-là de choses que les professionnels de la population féminine rencontrent, c'est-à-dire des carrières hachées, plus de temps partiel involontaire, c'est-à-dire qu'on va vous dire vous intervenez le matin et le soir, et donc il y a un trou entre les deux, des salaires moindres, peu de chances de promotion. Donc tout ça, ce sont des caractéristiques que les professionnels des conditions de travail et des pénibilités connaissent parfaitement. Et en fait, c'est comme si ce métier concentrait à la fois les problèmes d'activité, les problèmes de carrière, et puis une espèce de cumul de vie professionnelle, vie privée, avec un cumul des tâches pénibles, mal rémunérées et mal reconnues. Donc on a effectivement un problème
de profession et un problème de genre à prendre en compte aussi d'une manière ou d'une autre. Merci en tous les cas. Merci à vos 3 témoignages. Merci aussi à Jesús Álvarez Hidalgo qui était avec nous à distance et puis qu'on a perdu entre Bruxelles et Paris. Merci à vos questions. On se retrouve dans 10 minutes pour le deuxième débat. On va voir comment engager, mener des politiques publiques de prévention dans ce secteur dont on a bien vu et balayer les défis ensemble. Merci et rendez-vous à 11h20, donc dans même moins de 10 minutes.